Dr Benjeraba pour présenter sa communication intitulée Anesthésie estomacaire. Chers assistants, je vais vous présenter aujourd'hui un thème très fréquent dans notre pratique quotidienne, surtout au niveau du service des urgences. Le thème c'est l'anesthésie pour estomac plein, qui expose au risque d'inhalation du liquide gastrique, qui est une complication rare mais grave. Elle est responsable, c'est l'une des principales causes de morbimortalité en anesthésie. Elle peut survenir à n'importe quel moment dans la période péri-anesthésique, soit avant la laryngoscopie avec un pourcentage selon une étude faite sur 67 inhalations, avec un pourcentage de 20% avant la laryngoscopie, 30% pendant la laryngoscopie. Et n'oubliez pas le pourcentage important aidé à la phase d'extubation. La mortalité elle est estimée entre 3 et 5% après l'inhalation. Pour prévenir cette complication, les principales mesures sont la détection des malades à risque, l'application des règles de jeûne préopératoire, la réalisation d'une procédure d'induction à séquence rapide avec manœuvre de CD. Sur le plan physiopathologique, deux mécanismes sont impliqués. L'un passif, c'est la régurgitation, l'autre actif, c'est les vomissements, sachant que les régurgitations sont 3 fois plus souvent en cause que les vomissements. En effet, 3 conditions sont nécessaires pour conduire à une inhalation du contenu gastrique. On a un contenu gastrique supérieur à 0,4 ml par kilo et une acidité suffisante pour provoquer une lésion pulmonaire, c'est-à-dire un pH inférieur à 2,5, l'incompétence glottique, le reflux gastro-œsophagien quand la pression intragastrique dépasse la pression du sphincter inférieur de l'œsophage. Les facteurs qui influencent le volume gastrique, il y a la douleur, le stress qui ralentissent le transit, les affections digestives telles que les occlusions, il y a le diabète avec gastroparésie, la grossesse, l'obésité, la prise de morphinique. Les causes responsables d'incompétence glottique et l'altération des réflexes de protection du voie aérienne supérieure. On a toute altération de l'état de conscience, quelle que soit la cause, les morphiniques avant l'injection et détériorisation incomplète au réveil. Les causes responsables de l'augmentation de la pression intragastrique, on a le postprandial ou le non-respect des règles de jeûne préopératoire qui sont de 6 heures pour les solides, 12 heures pour les liquides clairs et 4 heures pour le lait maternel. La toux, les vomissements, les occlusions. Pour la diminution de la pression du sphincter inférieur de l'œsophage, il y a la sonde nasogastrique, l'hernie hiatale. Les conséquences physiopathologiques. Donc, c'est les pneumopathies d'inhalation qui ont été décrites pour la première fois par Mendelssohn en 1946 à partir d'une série de malades d'obstétrique ayant inhalé leur contenu gastrique lors de l'anesthésie à l'éther. La gravité de la pneumopathie d'inhalation dépend de la matière du liquide inhalé. Par exemple, l'inhalation d'un liquide acide avec un pH inférieur à 2,5, il va entraîner une lésion chimique de la membrane alvéolo-capillaire, un tableau d'Estiera. Ultérieurement, l'évolution vers la fibrose, c'est le syndrome de Mendelssohn. L'inhalation d'un liquide neutre, généralement sans conséquences graves. L'inhalation d'aliments ou bien de liquide avec particules solides, il peut entraîner un tableau grave d'asphyxie si les particules sont grosses. Sinon, une atelectasie à cuissure, infection et pneumopathie à distance. L'inhalation d'un liquide de stase infectée entraîne généralement des tableaux de pneumopathie grave. Comment réduire le risque d'inhalation? On va agir sur les 3 phases. La phase préopératoire, péropératoire et l'extubation. Pour la phase préopératoire, d'abord, il faut identifier les patients à risque d'estomac plein.
d'après une étude australienne réalisée sur 133 inhalations. 10 facteurs sont impliqués dans l'inhalation bronchique périopératoire. En tête de liste, on a l'anesthésie en urgence avec un pourcentage de 23%. Il y a par exemple l'intubation difficile, la ventilation en masque prolongé. À 6 facteurs, on doit ajouter le diabétique, toujours au stade de gastroparésie, le stress, la douleur importante, la femme enceinte à partir de la 14e semaine d'aménorrhée, toute pathologie œsophagienne et les malades classés ASA 3 et 4. Et vu l'utilisation large de l'échographie dans le domaine d'anesthésie et réanimation, on peut mieux évaluer les malades à risque d'estomac plein grâce à une échographie gastrique et le calcul de la surface antrale, qui est une méthode simple, à partir des deux diamètres, antéro-postérieur et transverse. Un risque d'estomac plein est évident si la surface antrale est supérieure à 340 mm². Récemment considéré comme estomac plein, un contenu gastrique solide ou bien un contenu gastrique liquide avec un volume supérieur à 1,5 ml par kilo, toujours calculé par méthode échographique à partir de la surface antrale et l'âge du malade. En préopératoire toujours, comment diminuer le contenu et l'acidité gastrique. La vidange gastrique. Premièrement, l'aspiration gastrique. Il reste un sujet toujours de discussion, puisqu'il existe un risque de vomissement lors de la pose de la sonde nasogastrique. Ces vomissements qui ne sont pas sans risque chez des malades souvent asthéniques ou prémédiqués. Et puis l'efficacité incertaine de l'aspiration gastrique quand il s'agit d'un contenu solide. La sonde nasogastrique pour favoriser le reflux par défaut d'étanchéité des sphincters intérieurs de l'œsophage, d'où la recommandation de retirer la sonde avant l'induction. Néanmoins, la vidange gastrique préalable est nécessaire pour les malades à opérer en urgence pour un problème occlusif. Dans une enquête, Star Incel, la sonde nasogastrique n'a pas été utilisée dans les 2/3 des cas d'induction à séquence rapide associée à une inhalation suivie d'indicine. Les accélérateurs de la vidange gastrique, malgré que l'érythromycine assure une réduction du volume gastrique résiduel de 40%, elle n'est pas testée pour l'estomac plein, malheureusement. Pour la neutralisation du liquide gastrique, on a les antiacides, les IPP, les anti-H2 seuls, on a les formes effervescentes. Sont les formes les plus adéquates dans la pratique. C'est des formes associant un anti-H2 avec citrate de sodium. Tagama, c'est une molécule qui a la main pour la femme enceinte. Troisième chose en préopératoire, c'est la préparation. N'oubliez pas la préparation rigoureuse de la salle opératoire. Surtout vérifier la mobilité de la table et la présence d'une aspiration fonctionnelle forte avec sonde d'aspiration de gros calibre. Passons maintenant à la phase péropératoire. L'anesthésie générale avec intubation orotrachéale et induction séquence rapide est la technique de référence dans le cadre de la prévention des risques d'inhalation chez un malade d'estomac plein. On va détailler les différentes étapes de l'induction séquence rapide. D'abord, la pré-oxygénation, c'est un élément capital. Il faut oxygéner le malade au moins 3 minutes en ventilation spontanée avec un FiO2 à 100%. Sinon, c'est urgence extrême, pas de capacité vitale en oxygène pur, à fort débit toujours, pas de ventilation en masque. Il augmente le risque d'inhalation par l'augmentation de la pression intragastrique. Quel agent d'induction? On va choisir les hypnotiques, donc le délai d'installation est court. Tous les hypnotiques sont utilisables sauf les benzodiazépines. Donc selon l'état de malade, l'état hémodynamique, on va choisir notre hypnotique. Quel curare? Le curare de choix, c'est la succinylcholine, puisqu'il a un délai d'action court, il donne de bonnes conditions d'intubation, il a une délai d'action brève.
contre-indication à la succinylcholine, on a l'Isméran. Il donne presque des mêmes conditions d'intubation avec des doses de 1 à 1,2 mg par kilo. Il faut toujours avoir le brédion avec l'Isméran si besoin de réversibilité immédiate. Dans certains cas, les morphiniques, pas de morphinique avant l'intubation, puisqu'ils ont un effet immédiat, ils augmentent la fréquence de vomissement, donc le risque d'inhalation. Ils sont indiqués en cas d'éclampsie et d'hypertension intracrânienne. La manœuvre de Selig, d'abord, installer le malade en position amendée de Jackson pour aligner les trois axes, l'axe oropharyngé et trachéal. Le principe de la manœuvre, c'est l'exercice d'une pression antéro-postérieure sur le cartilage cricoïde pour comprimer l'œsophage contre la face antérieure de la chaise cervicale, généralement au niveau de C6. La pression à exercer, on va exercer cette pression avant la perte de l'état de conscience avec une pression équivalente à 10 newtons. Et dès la perte de l'état de conscience, on va exercer une pression équivalente à 30 newtons. Une pression plus élevée à 40 newtons, elle va engendrer une obstruction des voies aériennes supérieures. En cas de vomissement actif, il faut interrompre la manœuvre de Selig. Si une difficulté d'intubation, maintenir Selig et mobiliser le larynx. Si désaturation, ventiler le malade quand même en masque et maintenir le Selig. Et si ventilation difficile, relâcher la pression et la manœuvre de Selig puisque l'oxygène est pris. On doit oxygéner le malade. Un résumé. C'est l'indiction séquence rapide, donc pré-oxygénation, hypnotique d'irritation en cours, un curage d'action aussi, dilatation court, laryngoscopie, intubation, ballonné gonflé, vérification de la sonde d'intubation, soit par la méthode ancienne, l'auscultation, sinon un capnographe, courbe de capnographe, puis on relâche la manœuvre de Selig et on injecte les morphines. Autre temps sensible, l'extubation. L'extubation pour estomac, on doit réaliser une extubation chez un malade avec un réveil complet après détéralisation et retour des réflexes de protection des voies aériennes supérieures, déglutition et tout. En cas d'inhalation, qu'est-ce qu'on doit faire? Une mise immédiate en position de Trendelenburg, aspiration des voies aériennes, approfondir l'anesthésie pour pratiquer rapidement une intubation, réalisation rapide d'une aspiration trachéale après intubation, oxygénothérapie inférieure de 100%, bronchoscopie en cas d'inhalation de composants alimentaires, s'il existe des signes cliniques et radiologiques évocateurs d'obstruction bronchique, aspiration digestive nécessaire pour vérifier la bactérie gastrique et éviter une récidive. Et n'oubliez pas l'antibiothérapie. En conclusion, si la technique de l'anesthésie pour estomac plein est bien définie, sa réalisation pratique reste en cours entachée de quelques erreurs ayant conduit à certaines catastrophes. Le respect des règles de bonne pratique doit permettre de réduire l'incidence de ces incidents. Merci.